Pour en parler, nous sommes ce matin avec David Chawad. David, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Boker Tov. Alors David, d'abord on va rappeler que tu habites à Bethel, que tu connais bien cette situation. D'abord, des jets de pierre. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas, peut-être qu'on est aussi un peu fautif ici en tant que média. On ne parle pas des jets de pierre, mais c'est quelque chose qui est quotidien en fait. On va séparer ça comme ça. Il y a les civils qui sont effectivement dans le risque lorsqu'ils voyagent prennent des jets de pierre. Et on a aussi les soldats. C'est-à-dire que en général, on entend quand, hélas, ça se finit très mal comme ça s'est passé cette semaine, mais tous les jours, on va dire, toutes les nuits, afin qu'on puisse se promener tranquillement à Tel Aviv, à Netanya ou à Jérusalem. Il y a des centaines de soldats qui, tous les soirs, rentrent dans des villages pour arrêter les terroristes. Et tous les soirs, il y a ce même principe qui vont prendre des pierres, qui vont avoir des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est arrivé que maintenant. Alors, on a vu que, donc, comme tu l'as dit, donc avec ce soldat qui a été tué par un jet de pierre, on a vu aussi des images très difficiles. C'est une situation d'abord que tu connais bien. Alors, explique-nous comment. On va dire ça comme ça. Chaque soldat qui est combattant des, chaque soldat qui est réserviste, voilà, comme moi, ou des centaines de milliers d'Israéliens, on va dire ça comme ça. Il y a la mission que l'État d'Israël s'est mis, c'est en fait de ne pas laisser le terrorisme remonter. On avait parlé un petit peu avant Pessard de la situation qu'il y avait à l'époque de la deuxième intifada en 2002, où tous les jours il y avait des attentats, tous les jours on laissait un petit peu les gens, on n'osait pas rentrer dans les villages palestiniens, dans les villes palestiniennes parce qu'on avait peur. Et aujourd'hui, Tsahal, depuis, a décidé que tous les jours, on arrêtait le terroriste, ou avant qu'il fasse un attentat, ou même quand il a fait un attentat, ça peut être aussi un jet de pierre, ça peut être un cocktail Molotov. Et en fait, les gens souvent posent la question, et c'est beaucoup de fois a été posée cette question cette semaine, pourquoi on doit faire prendre des risques à des soldats, de les faire rentrer dans des villages, etc. Quelle est la raison? La raison, c'est pas qu'ils veulent aller se promener là-bas, mais tout Oui, bien simplement sûr. parce qu'on est obligé de le faire. Voilà, la dernière fois que j'étais en période de réserve, c'était au mois de décembre. Au moins, pendant les 3 semaines qu'on était, je crois qu'on est rentré 5-6 fois, alors que voilà, on n'est pas une unité d'élite, on est des soldats d'infanterie normale. Et automatiquement, c'est la mission obligatoire. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, quand on rentre en général dans des voitures blindées, on fait ce qu'on a à faire, l'arrestation, mais quand on sort, on ne peut pas laisser les gens ne pas deviner qu'on est déjà rentré dans le village. Et à ce moment-là, on va dire ça à 95% des cas, il y a des photos qu'on voit, des films qu'on voit, parce que maintenant on le voit plus, mais ça a toujours été comme ça. On sort, il y a les cocktails Molotov, il y a les pierres, et c'est un danger qui est journalier. Hélas, on n'en entend parler que, Oui. comme tu as si bien dit, que quand, hélas, une pierre tue. Amit Ben Igal, c'est donc ce soldat qui a été tué par cette pierre. Comment est-ce qu'il y a des moyens de se protéger? Alors, est-ce que c'est un peu difficile de s'imaginer, mais comment ça se passe dans ces rues, donc dans ces villages arabes? Euh, C'est un danger permanent en fait? On va dire ça comme ça. Comme on a dit, si au départ on peut jouer sur l'effet de surprise, on va dire il n'y a rien à faire. Une fois que va se finir l'arrestation, des soldats se trouvent à l'intérieur d'une ville, d'un village, et automatiquement il y a des milliers de personnes. Avant ça se faisait par des sifflements, aujourd'hui ils ont des réseaux WhatsApp, on le sait puisque l'armée d'Israël les suit. Automatiquement ils envoient un message et puis tout le monde sort et puis c'est absolument incroyable. Vous avez des centaines de gens sur les toits. On dirait qu'ils ont préparé des choses sur eux. Et puis là, à ce moment-là, ils envoient des toits tout ce qui leur passe par la tête. Ça peut être des pierres, ça peut être des pneus, ça peut être des frigidaires. Une fois, ça nous arrive, ils ont envoyé un âne par un toit. Enfin, tout ce qui peut être envoyé. Maintenant, moi, je me rappelle par exemple déjà quand j'ai fait mon service militaire, je me rappelle très bien déjà à Naplouse, à Shrem, il y a un réserviste qui avait pris une pierre sur la tête et qui était mort. Et on a vu ça plus qu'une fois. Hélas, on ne le sent que quand aujourd'hui c'est Mhm. peut-être plus médiatisé, on entend plus parler. Mais voilà, aussi dans l'unité de mon fils Douvdevan, il y a 2 ans ce fameux soldat Ouais. Ronel Loubarski qui a pris un bloc sur la tête. Encore une fois, l'opération s'est bien passée. Ils ont arrêté ils ont arrêté le terrorisme, mais à la sortie, on essaye de se protéger. Les soldats ont un casque.
On essaie de faire le maximum. Mais Et quand vous êtes entouré 360 degrés par des menaces, c'est très très difficile de regarder en fait tous les toits et tout ce qui se passe. Et effectivement, vous avez des scènes que vous comprenez pas pourquoi alors, est-ce vous que n'êtes pas à ce ces moment-là, vous n'avez personnes... pas pris la pierre est tombée à une seconde de vous. C'est très compliqué à gérer, on va dire ça comme Est-ce ça. que ces terroristes qui jettent ces pierres, qui jettent tout ce qu'ils peuvent donc de ces toits, c'est des choses qui sont préméditées ou c'est des organisations? Est-ce que derrière, il y a des ordres qui ont été donnés par des organisations terroristes comme le Hamas ou autres, ou bien ce C'est une sont très très des cas isolés? C'est une très très bonne question parce que c'est exactement les questions que les avocats de ces terroristes en fait se servent. Ils disent c'est un jeune il s'ennuyait et puis il a décidé de lancer une pierre. C'était pas prémédité, c'était pas un terroriste. Mais quand on s'aperçoit que cette même personne-là, en général, il a un passé. Cette même personne-là, il avait préparé des choses sur le toit. On va prendre l'exemple du terroriste qui a tué Ronen Lubarski à Chemikom Damo. Ouais. Mon fils était dans l'opération, était quand ils l'ont arrêté. Quand ils l'ont arrêté, on leur expliquait quelque chose de. Aujourd'hui, c'est publié. La même famille a 4 frères et sœurs qui sont en prison pour avoir tué des Israéliens. Ils ont un frère qui a été tué par cette même unité d'Oudévan dans une opération. Donc, ça, c'est le 6e frère. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'isolé? C'est pas quelqu'un d'isolé. Hmm. Mais non, il peut y avoir des gens qui viennent. Mais non, quand on prévoit ça, il prévoit que tout le temps, on va rentrer dans des villages, tout le temps, on va arrêter des gens. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de. Peut-être qu'ils l'ont pas prémédité en disant à telle heure, on va faire ça. Mais c'est prémédité que quand des soldats rentrent, on fait tout pour les tuer. Et les pierres tuent. Hélas, on a eu beaucoup, beaucoup de cas ces dernières années de civils aussi qui ont été tués par des pierres. Et encore une fois, même si jamais aucun soldat de Tsahal ne va tirer sur un enfant de 10 ans qui va lancer du gravier, on ne parle pas de ça du tout. On parle que quand il y a quelque chose qui met notre vie en danger, alors le soldat doit tirer. D'ailleurs, je suis tout à fait contre ce qui se dit dans les médias souvent. On ne laisse pas les soldats faire leur travail, ils ont peur de tirer, c'est pas vrai. Dans la majorité des cas, les soldats tirent, les ordres sont très clairs. S'il y a un danger de mort, alors on ne tire pas parce qu'on veut tuer. Parce que si c'est ou lui ou nous, alors on préfère que ce soit nous. Mhm. Donc, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas être protégé à 360 degrés. C'est pas possible. Et encore une fois, la mission que ces soldats font, elle est obligatoire pour qu'on puisse se promener dans toutes les rues de tout le pays tranquillement et voilà, et qu'on ne se retrouve pas aux attentats qu'on Ouais. a vécu dans les années 2000. C'est quelque chose qu'on n'a pas le choix. On n'a pas Il y le a un choix. risque, c'est Et vrai. On doit faire ça avec. c'est ce que tu nous dis. C'est un peu dur d'entendre parce qu'en fait, c'est une situation sans solution. C'est-à-dire que c'est un risque continuel. C'est-à-dire d'un côté, on doit rentrer pour protéger tous les habitants du pays. Et ben, de l'autre côté, c'est un risque que prennent ces soldats. Tout à fait. En fait, on pourrait reprendre cette question et la mettre en général que quand on rentre à l'armée, on espère en sortir vivant, Ouais. on espère en sortir entier. Mais non, est-ce qu'on nous garantit? Non. Mais il y avait souvent un débat dans les années 90-2000. Est-ce que l'important, c'est la vie? Oui, l'important, c'est la vie. Mais parfois, on doit prendre un risque pour sauver beaucoup de vies. Mhm. Aujourd'hui, vous pouvez prendre l'exemple de ces médecins qui se battent contre la corona. Quel risque ils prennent? Baruch Hashem, en Israël, on n'a pas eu beaucoup de cas, mais on a vu à l'étranger énormément de médecins qui sont morts pour sauver des vies. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un risque, il n'y a pas le choix. Chaque soldat aujourd'hui qui est combattant, il sait qu'il prend un risque, il fait tout pour se protéger. Ouais. Il ne prend aucun risque qui n'est inutile, mais il n'y a pas le choix. De la même manière, quand on rentre à la guerre, on fait tout ce qu'il faut pour s'entraîner, pour mettre un gilet pare-balles, pour mettre un casque, pour faire tout ce qu'il faut, et on essaie de faire le maximum. Maintenant, il faut aussi dire que Tsahal apprend, et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire chez Tsahal, avec tout ce qu'on peut, tout le temps, on voit les gens qui critiquent ce qui ne va pas, mais Tsahal apprend. Alors, il y a de nouvelles techniques pour éviter ce genre de situation, comme par exemple les drones. Aujourd'hui, dans chaque opération, il y a des drones qui surveillent au-dessus pour pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe sur les toits. Il y a d'autres moyens que ce n'est pas l'endroit pour en parler. Mais on va Ouais, dire bien comme ça, sûr. on fait le maximum pour que ça soit le plus protégé possible. Maintenant, effectivement, peut-être ça nous rappelle, on en avait parlé à Yom HaZikaron, le prix à payer pour avoir ce pays. Et que parfois, à partir du moment où on met des habits militaires, on dit je ne suis plus un individu seulement, je fais partie d'un corps. Et dans ce corps-là, des fois, on doit sacrifier une main pour que le corps vive. C'est pas un idéal, c'est pas ce qu'on veut. On a tous envie que nos enfants rentrent à la maison, on a tous envie que nous-mêmes nous rentrions à la maison, mais on ne peut pas se permettre de laisser
comme certains le disent, venez, on les laisse, on s'occupe pas d'eux et tout va bien se passer. On a essayé ça pendant assez longtemps, on a vu les résultats. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un prix à payer. En tout Et cas, la chose qu'on peut peut-être espérer, c'est qu'effectivement, Tsahal arrive à trouver le maximum de moyens pour justement ouais, pour limiter les éviter dégâts. justement. Mais encore une fois, il n'aura jamais de Mhm. 100% de réussite parce que, hélas, on ne peut pas tout gérer, mais on fait le maximum pour se protéger. En tous les cas, on est tous avec Bien sûr. le papa de ce soldat qui nous a tous, les mamans qui nous Touché, ont bien tous fendu sûr. le cœur. Et la force qu'on peut tirer de ces gens-là, c'est vraiment cet amour pour leur peuple, cet amour qu'ils ont. Ils ne sont pas en train de se plaindre qu'ils sont en Israël, ils ne sont pas en train de se plaindre que leur enfant est à l'armée. Ils ont une douleur, elle est terrible, on la partage. Mais hélas, c'est un prix qu'on espère ne plus devoir payer. En tous les cas, la chose qui est sûre, c'est que, comme on a dit, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire l'économie, de rentrer dans des villages, dans des villes pour arrêter les terroristes. C'est la vie de chacun qui est en jeu. Alors, en tout cas, le message est très clair. Merci, David, de l'avoir passé. Le sujet, le débat autour du prêt à payer, je pense que c'est un débat qui serait intéressant d'avoir sur Studio Qualita. Et j'invite d'ailleurs des personnes qui, peut-être, ne pensent pas comme David, parce que c'est un sujet qui fait un peu, où il y a un conflit certain dans la société israélienne. Donc, s'il y a des personnes qui ne pensent pas comme David, je les invite à réagir peut-être, et on sera très heureux de les avoir sur cette antenne pour en parler avec eux aussi. Alors peut-être, Olivier, sur ce point-là, tu m'as tendu la perche. Il est Ouais, important de comprendre que quand on arrête des terroristes, on va faire ça très rapidement, ça n'a rien à voir avec la droite et la gauche. Dans mon unité, j'ai avec moi le porte-parole du Keren Achadasha, je ne sais pas comment on dit ça en français, la fondation qui est, on va dire comme ça, qui supporte toutes les institutions de gauche. Il est avec moi. On est ensemble. Quand on fait une arrestation, on est ensemble. La valeur de notre morale, est au-dessus. Et ça n'a absolument rien à voir avec la droite et la gauche. Une fois qu'on enlève nos habits, on peut discuter. Est-ce qu'on doit être là? Est-ce qu'on ne doit pas être là? Dans tous les cas, sur la sécurité, il y a aujourd'hui un consensus énorme, énorme. Et je pense que ça, il faut toujours séparer entre le fait qu'on a l'armée, on fait ce qu'on a à faire. Maintenant, certaines personnes pensent qu'on devrait peut-être changer de politique, mhm, peut-être faire autre chose. Mais l'important, c'est que quand on met des habits militaires, voilà, je vous dis l'exemple le plus simple. Je suis en période de réserve avec le porte-parole ouais. de la personne qui représente, on va dire comme ça, tout ce qui est contre la droite israélienne. Et pourtant, on peut être ensemble et on peut vivre ensemble et on peut servir ensemble pour notre pays. Très bien. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Takasha, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Sorot Tovot.